Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 9 novembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Don des produits et des moustiquaires ce lundi au centre de santé intégré CSI Magama du quartier Kwartegui de Niamey. C'est un geste du syndicat national du personnel de l'administration du transport Saint-Pat pour soutenir les malades traités dans ce CSI. C'est la première responsable de ce centre de santé qui, donc très satisfaite, qui a réceptionné ce produit. C'était en présence de nos reporters Nafissé Haya et Sadou Doumi. Par ce geste composé de draps, de moustiquaires et du savon, le syndicat national du personnel de l'administration du transport Saint-Pat, loin des revendications habituelles, veut apporter son soutien aux populations du quartier Kwartegui à travers ce don au centre de santé intégré Magma. Justement, il est de tradition au niveau du syndicat des agents du ministère des Transports à assurer et à s'intéresser davantage à leur fonction sociale, c'est-à-dire la fonction sociale qu'un syndicat doit jouer en dehors de cette fonction revendicative ou la fonction normative ou la fonction éducative. Nous sommes ici au centre de santé Magma du quartier Kwartegui afin d'assister nos concitoyens souffrant sur les lits des centres de santé Magma. C'est vrai, au Niger, pratiquement tous les secteurs sociaux de base ont besoin d'un appui. Mais nous avons décidé de choisir Magma pour exprimer notre solidarité, pour exprimer notre fraternité. Parce qu'au contraire des autres de santé, Magma est un centre de santé un peu éloigné de la capitale. Magma est même mal connu et nous estimons qu'aujourd'hui, si nous sommes intéressés au centre de Magma, c'est une façon de nous solidariser avec la population de Magma, qui est une population un peu isolée. En réceptionnant ce don, Dr Fourera Toumoussa, médecin-chef du CSI Magma, a salué ce geste du Saint-Pat à leur égard. On remercie vraiment le syndicat parce que nous, d'habitude, on connaissait les syndicats pour les revendications. Et maintenant, vraiment, le syndicat des agents de transport vient de nous montrer que ce n'est pas toujours leur objectif de faire des revendications. On les remercie. Et surtout, notre CSI, c'est un CSI qui est très loin. Il y a des populations qui sont vraiment défavorisées. On remercie beaucoup les syndicats. En apportant ce don au CSI Magma, le Saint-Pat ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et demande aux autres structures syndicales à leur emboîter le pas. L'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre ce lundi matin à la cérémonie d'ouverture de la conférence de l'Association du barreau africain. Le thème retenu pour cette conférence est réadapter l'agenda socio-économique et politique de l'Afrique post-Covid-19, rôle de l'avocat. C'est le Premier ministre Brigitte Raffini, le chef du gouvernement, qui a présidé cette cérémonie que nous résume Ismaël Moumouni sur les images de la télévision Canal 3 Niger. Favoriser l'unité africaine, mais aussi les échanges pour le développement du climat, des affaires propices à la pratique du droit et l'exercice de la profession des défenseurs des droits et libertés, telles sont entre autres missions de l'Association des barreaux africains, AFBA. Cette dernière organise cette conférence virtuelle sur le thème « Réadapter l'agenda socio-économique et politique de l'Afrique post-Covid-19, rôle de l'avocat ». Et cela en prélude de la conférence continentale qui se tiendra du 28 février au 5 mars 2021 à Niamey. Sous le thème principal suivant, le rôle des barreaux dans la promotion de l'état de droit et le développement économique dans un contexte de terrorisme et de criminalité transfrontalière. La situation du Niger, à l'image de celle des autres États de la sous-région en proie à des défis sécuritaires, appelle une réflexion approfondie des professionnels du droit en vue d'apporter leur éclairage et leur contribution dans les solutions permettant de renforcer l'état de droit et le respect des droits humains comme réponse au terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière. Les États confrontés à ces nouvelles menaces et privilégiant les options militaires doivent être soutenus à travers la promotion de la justice et le respect des droits fondamentaux. C'est pourquoi cette rencontre continentale mérite l'implication des hautes autorités du Niger pour sa réussite afin de promouvoir l'image du Niger à l'extérieur. Après
les mots des différents hôtes, ce fut le tour du Premier ministre Brigitte Raffini de saluer l'engagement du barreau. Les thèmes qui seront abordés au cours de cette conférence, tels que l'accès à la justice, les violences faites aux femmes et aux enfants, les défis de l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière organisée, retiennent particulièrement mon attention. En effet, ces thèmes qui touchent à des questions essentielles comme l'état de droit, les droits humains et la sécurité figurent, vous le savez bien, au rang des priorités du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, des priorités sur lesquelles le gouvernement travaille sans relâche. C'est pourquoi nous restons très attentifs au déroulement de vos travaux et surtout aux conclusions qui en sortiront. Plusieurs thématiques vont être développées au cours de cette conférence qui a vu la participation de nombreuses personnalités du pays, de la sous-région et du continent africain. Cette activité, qui va être animée par d'éminents conférenciers, va durer 4 jours. Une nouvelle formation politique a été créée au Niger, l'Union du peuple pour le progrès UPP Zinaria. Elle a officiellement lancé ses activités dimanche soir à travers un meeting dans la cour du chef du quartier Yantala. Ce nouveau parti qui se prépare déjà pour participer aux élections législatives dans 4 régions du pays, comme vous allez le voir dans ce reportage avec les responsables de ce parti. Le reportage est signé Nefissa Zaoukou et Ibrahim Abdou. Ce rassemblement de l'Union du peuple pour le progrès UPP Zinaria marque ainsi le lancement de ses activités. Après donc le mot de bienvenue et de remerciement de plusieurs membres de cette formation politique à l'endroit des militants ayant répondu présents à cette rencontre, le président provisoire de l'UPP Zinaria est revenu sur l'objet de la rencontre ainsi que leur programme pour les différentes échéances électorales 2020-2021. On s'est dit, comme on est à l'approche des échéances, une manière pour moi d'être en contact avec les militants. Alors on a commencé aux autres communes, prendre la température et éventuellement apporter un plus, de manière à ce qu'en les militants comprennent ce qui se passe et qu'ils se préparent par conséquent. IPP Zinaria, comme j'ai eu à le dire, nous avons eu notre arrêté le 22 octobre passé. Et il se trouvait déjà en ce moment que les élections locales et municipales, la date de clôture avait expiré. Alors l'IPP Zinaria va se présenter pour les élections législatives uniquement. Et cela suivant 4 régions, la région de Tillabéri, la région de Niamey, la région de Dosso et la région de Maradi. Voilà les 4 régions sur les 8 pour un début. Ce jeune parti, l'IPP Zinaria, qui a vu le jour il y a seulement 17 jours, précisément le 22 octobre 2020, décline ses ambitions pour le Niger. Zinaria, c'est en langue Hausa au Niger. Zinaria, c'est-à-dire, en français, c'est-à-dire c'est l'or. Et en Zarma, comme au Niger, généralement, les gens parlent Hausa et Zarma. En Zarma, c'est ce qu'on appelle Oura. Donc, c'est un peu ça. C'est l'or que chacun, en tout cas, est à la recherche. Et si tu gagnes l'or, je crois que tout est là. Nous avons un projet, nous avons des objectifs, des buts qui s'articulent autour d'un certain nombre de points, dont, entre autres, la démocratie. À part la démocratie, c'est-à-dire renforcer d'abord la démocratie, ça c'est un. Toujours dans le programme, il faut aussi, nous allons chercher à asseoir des véritables bases, si vous voulez, du secteur primaire, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'agriculture et un peu l'accessibilité à l'eau potable pour les populations du Niger.
Au terme de ce rassemblement riche en animation, le président provisoire Issoufou Kimba Mokaina a procédé à la présentation des tout premiers membres de l'UPP Zinaria, une façon pour lui d'encourager les autres membres à se procurer leur carte de membre, car Zinaria est un rayonnement pour le Niger. Les États-Unis d'Amérique connaissent depuis quelques jours leur nouveau président, Joe Biden, élu 46e président, qui succède ainsi Donald Trump, qui a fait juste un mandat de 4 ans. Sous l'administration Trump, les États-Unis d'Amérique ont connu des hauts et des bas sur le plan diplomatique et même à l'interne. Donc, plusieurs défis attendent le nouveau président pour soigner l'image des États-Unis et des Américains. Comment, à travers le monde, cette élection est perçue? Je propose de suivre l'analyse de l'ancien diplomate nigérien El Hadj Garba Abdou, un extrait avant de le retrouver en partie magazine. Aux États-Unis, la force de la démocratie réside en fait dans le système judiciaire. Aux États-Unis, les juges sont réellement indépendants. Et ce qui risquera de se passer si Trump persiste dans son attitude de négation, c'est que la Cour suprême pourrait se prononcer. Et la Cour suprême, si elle se prononce, évidemment, l'élection de Biden deviendra définitive. Parce que là-bas, il n'y a rien au-dessus d'une décision de la Cour suprême. Et je doute que cette Cour suprême, avec la majorité des grands électeurs obtenus par Biden, remette en cause son élection. Donc, cette contestation est liée à la personnalité de Trump. Et ça aussi, ça peut se comprendre. C'est un homme extrêmement riche, qui évidemment à qui tout a réussi. Il a fini, après une 3e tentative, par être élu président des États-Unis. Donc il est normal qu'il pense que tout devait lui réussir. Et cette fois-ci, malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Donc son attitude ne remettra pas en cause les fondements de la démocratie américaine, à mon avis. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de l'analyse de l'ancien diplomate nigérien Abdou Garba sur l'élection présidentielle aux États-Unis. Nous sommes en début de la saison froide, une période pendant laquelle le mode vestimentaire de la population change au Niger. En effet, pendant le froid, beaucoup de personnes portent des habits contre le froid, notamment des pullovers sur le marché. Ces derniers sont disponibles et déjà les clients se ruent pour s'en procurer. Reportage Hamza Sakou et Chebou Guissou. Sollicités surtout en cette période, les pullovers permettent de se protéger contre le froid, créant un engouement auprès des vendeurs de ces habits, ce qui est d'ailleurs visible au niveau des différents marchés où sont étalées les marchandises, à l'image du marché Haboutayi, où les vendeurs flottent leurs mains. Avant cette saison, ce n'était pas cher. On pouvait avoir pour toutes les bourses. La charité, ça vient au niveau du ravitaillement. Si ça nous revient moins cher, on vendra ça à bas prix. Nous vendons à bas prix pendant cette période où la demande est grande, surtout pour les enfants. Nous vendons avec modération. Les prix demeurent abordables comme en atteste ce client. On est venu acheter des chouchettes pour le froid, c'est pas cher. Tu vas trouver même 200. Hier, on est venu acheter ça ici. On a eu les chouchettes 200, 300. Les vendeurs doivent garder ce même rythme afin de permettre à la population d'en disposer, sachant que c'est le début de cette saison où les températures connaîtront une chute. Le 9 novembre de chaque année est célébré au Pakistan la journée Iqbal du nom du père spirituel de ce grand État islamique du sous-continent indien. Ici au Niger, le diplomate de ce pays a profité de cette occasion pour justement organiser une activité cet après-midi au siège de l'ambassade à Niamey, une rencontre pour faire connaître aux Nigériens qui est Mohamed Iqbal. Le point avec Adam Soumana et Sadou Demi.
Faire connaître un grand homme d'État, Allama Mohamed Iqbal, philosophe poète de son État à l'opinion publique, tel est l'exercice auquel s'est adonné le diplomate pakistanais au Niger à travers la présente rencontre. Une rencontre qui marque la commémoration de la journée Iqbal dédiée à cet homme et qui est célébrée dans toutes les provinces du Pakistan que l'ambassadeur de ce pays ami fait découvrir aux Nigériens et autres. Il a d'avance compris ce à quoi le règne colonial peut déboucher. Et c'est pour cela qu'il n'a jamais cessé de lutter dans l'objectif de pouvoir réaliser une démocratie parlementaire à travers laquelle le peuple pouvait s'exprimer librement, à travers laquelle le peuple pouvait décider de son destin, à travers laquelle le peuple pouvait se donner un leadership digne de son nom et en fonction de ses aspirations. Et à l'époque déjà, il avait averti que la lutte pour l'indépendance n'est pas une lutte facile. C'est une lutte qui est très très difficile. C'est une lutte qui comporte beaucoup de difficultés. C'est une lutte qui mérite beaucoup de sacrifices. Mais qu'au bout du sacrifice, au bout des difficultés, au bout de tous les problèmes que le peuple pouvait rencontrer, que le succès est au bout. À partir du moment où le peuple pourra se donner la possibilité de choix, la possibilité d'agir librement, la possibilité de décider, tous les efforts là ne seront que souvenirs. To free, exercise the right of freedom, which is the birthright of each human being. En marge de cette présentation, quelques participants nous livrent leur impression sur cet homme et sa vision. Nous avons beaucoup appris de ce grand homme. C'est aujourd'hui, moi, je découvre cet homme-là, Iqbal. Je ne savais pas qui il était, excepté aujourd'hui. Et je pense que c'est des gens comme ça. Nous avons besoin ici, partout en Afrique, au Niger et partout dans le monde quand même pour que la paix règne. Moi, je supporte son idée, vraiment. Les gens, on peut même déposer la religion, la question de la religion à part et la question de la race, que ce soit la race blanche, noire, rouge ou bien quelconque, nous sommes tous des humains. Normalement, on devrait s'aimer, pas s'entretuer ou bien s'oppresser entre nous, ou bien nous faire du mal. On est tous des humains. C'est ça qui compte dans ce bas monde. Le message est clair. On est dans une époque de lutte. Et la lutte, c'est l'union, surtout l'union et le combat, être déterminé dans tous ces combats. En tout cas, si on veut la chose, il faut être déterminé pour l'obtenir. Et Iqbal est l'un des révolutionnaires là, qui ont mené le combat pour obtenir cette indépendance-là que tout le monde cherche, ou bien tous les pays cherchent pour le Pakistan. La philosophie d'Iqbal de la paix, de la liberté, c'est un type de philosophie internationale. C'est fondamental des droits de l'homme. Et pour moi, ce sera l'élection la plus importante. Je dirais que le message aujourd'hui, c'est clair et c'est très important que nous sommes tous les humains. Et au cœur de l'existence humaine, c'est la paix. Le père de l'indépendance pakistanaise disait, je cite, « Lorsque je quitterai ce monde, chacun dira je l'ai connu. Mais la vérité est hélas que personne ne savait qui était cet étranger ni d'où il venait. » Fin de citation. Cependant, une chose est certaine pour le Pakistan, pays de l'ancien sous-continent indien, Mohamed Iqbal reste et demeure son père spirituel. Merci Adam Ousmane. Comme annoncé, les États-Unis d'Amérique ont un nouveau président. Son nom c'est Joe Biden qui remplace ainsi Donald Trump qui conteste toujours les résultats. Ce qui a suscité une analyse de l'ancien diplomate nigérien El Hadji Abdou Garba que je vous propose de suivre. Et vous l'avez compris, c'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Je pense que le peuple américain est habitué à ce genre d'élection. Les États-Unis sont une grande démocratie et la loi de la démocratie a joué en ce sens que Joe Biden, ancien vice-président d'Obama, a été donc élu 46e président des États-Unis parce qu'il a eu la majorité des grands électeurs
il fallait 270 grands électeurs pour être président des États-Unis, et il a eu au-delà de ce nombre, en tout cas à ma connaissance, il a eu 273 au moment où la presse le présentait comme gagnant. Et évidemment, le président Trump, qui cherchait un deuxième mandat, a perdu. Et sans doute, c'est la manière dont il a géré le pays qui a été sanctionnée par une grande majorité des Américains. Et c'est ça la loi de la démocratie. Dans ce pays où la démocratie est enracinée, le peuple sait distinguer ses intérêts, et quand un président, au cours de son mandat, n'a pas donné satisfaction à la grande majorité, il est difficile qu'il puisse obtenir un second mandat. Ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se présente. Vous êtes jeune, mais moi j'ai été aux États-Unis quand le président Reagan, qui était républicain, a été élu face à Carter, démocrate, qui était président des États-Unis à l'époque. Tout simplement parce que Carter a eu à faire face à une situation inédite qui était la prise en otage des diplomates américains à Téhéran, en Iran, au moment où l'imam Khomeini était arrivé au pouvoir. Et les Iraniens ont refusé de libérer ces otages jusqu'après les élections. Et Carter a tout fait, mais il n'a pas pu avoir satisfaction. Et en partie, les Américains ont sanctionné Carter en raison de cette situation qui, évidemment, a beaucoup préoccupé l'Amérique. Et je crois que je ne vais pas entrer dans les détails. Et c'était là aussi une situation qui a desservi le président en exercice. Trump n'était pas évidemment face à une crise, mais sa manière de prendre les problèmes n'était pas satisfaisante pour les Américains et même pour une grande partie des alliés des États-Unis. Et dans son cas, un exemple patent, c'est la maladie du coronavirus qu'il a pris, en tout cas d'après les observateurs, à la légère. Et aujourd'hui, cette maladie fait des ravages aux États-Unis. Évidemment, ce n'est pas seulement aux États-Unis. Aujourd'hui, même en France, il y a une résurgence de la maladie. Mais au moins, les chefs d'État de ces pays européens ont pris des mesures de confinement la première fois et ils en ont encore pris également maintenant. Mais dans le cas de Trump, qui a eu à souffrir de cette maladie, il a continué à prendre ça à la légère. Et sans doute, c'est un facteur négatif pour sa gestion qui a amené un certain nombre d'Américains, notamment la frange la plus âgée de la population, qui a souffert et continue à souffrir de cette nouvelle maladie, à se détourner du président Trump. Je crois que cette contestation est liée à la personnalité du président Trump. C'est un homme qui ne semble pas s'embarrasser des avis de ses proches, et surtout au niveau du Parti républicain, puisqu'il y a un républicain assez connu qui a déjà félicité le président Biden. Ce qui veut dire que tôt ou tard, Trump, en dépit de ses contestations, finira par s'incliner parce qu'il ne semble pas être suivi par les ténors de son parti. Il y a évidemment une frange radicale de la droite américaine qui va rester avec Trump puisqu'il défend les mêmes idées. Mais aux États-Unis, la force de la démocratie réside en fait dans le système judiciaire. Aux États-Unis, les juges sont réellement indépendants. Et ce qui risquera de se passer si Trump persiste dans son attitude de négation, c'est que la Cour suprême
pourrait se prononcer. Et la Cour suprême, si elle se prononce, évidemment, l'élection de Biden deviendra définitive. Parce que là-bas, il n'y a rien au-dessus d'une décision de la Cour suprême. Et je doute que cette Cour suprême, avec la majorité des grands électeurs obtenus par Biden, remette en cause son élection. Donc, cette contestation est liée à la personnalité de Trump. Et ça aussi, ça peut se comprendre. C'est un homme extrêmement riche, qui évidemment à qui tout a réussi. Il a fini, après une troisième tentative, par être élu président des États-Unis. Donc il est normal qu'il pense que tout devait lui réussir. Et cette fois-ci, malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Donc son attitude ne remettra pas en cause les fondements de la démocratie américaine, à mon avis. Joe Biden va être avant tout un président américain. Au moment où Barack Obama a été élu, et les Africains pensaient que les choses pouvaient changer. Mais Barack Obama, même en tant que noir, dont le père est issu de l'Afrique, puisque du Kenya, était avant tout un président américain, donc appelé à sauvegarder les intérêts de cette superpuissance. Je crois que ça sera le même cas avec Joe Biden, sauf que tout à l'heure j'évoquais la personnalité de Trump. Évidemment, les gens pensent qu'avec Joe Biden, on peut discuter et qu'on peut faire des prévisions, ce qui n'était pas le cas avec Trump, qui apparemment avait tendance à faire cavalier seul, même au niveau des alliés des États-Unis, que sont les pays européens. Donc je pense que Joe Biden, avec lui, il y a au moins, quand il y a dialogue, il y a espoir qu'il y ait compréhension. Et au niveau africain, l'Amérique poursuivra sa politique, mais je pense personnellement que Joe Biden fera preuve de plus de respect pour l'Afrique que ne le faisait le président Trump. Et parce que Joe Biden, sans doute, n'est pas de la gauche radicale du Parti démocrate. C'est avant tout, les gens le présentent comme un centriste, mais il s'est associé à une vice-présidente qui, elle, est de la gauche du Parti démocrate, Kamala Harris. Donc je pense que ce couple, sur le plan politique, peut faire de bonnes choses pour l'Afrique. Parce que nous avons encore de nouveau une dame qui quand même a du sang noir, si je peux m'exprimer ainsi, puisque son père est jamaïcain et sa mère, comme dans le cas d'Obama, est une indienne de l'Inde. Ça, parce que quand on dit indienne, on peut penser que c'est une indienne des États-Unis. Mais sa mère est une indienne née en Inde. Donc, ce qui veut dire qu'elle présente des aspects semblables à ceux d'Obama. Et cette dame aux côtés de Biden pourrait peut-être amener la politique américaine à faire preuve de plus de dynamisme vis-à-vis des pays africains. Le défi, c'est que s'il renforce, comme les gens le pensent, le multilatéralisme, parce qu'au niveau du multilatéralisme, c'est-à-dire que les États-Unis vont, malgré leur puissance, accepter de discuter avec les autres pays et de rechercher aux grands défis mondiaux, des solutions communes qui ne seront pas imposées par une superpuissance pas comme les États-Unis, ni par la Russie, ou aujourd'hui la Chine, qui est aussi une superpuissance. Donc, sur ce plan, si ce multilatéralisme se renforce, en tant que diplomate qui a participé à des négociations sur le plan multilatéral, je pense que nous aurons, nous, pays africains, une marge de manœuvre qui nous permette de défendre nos intérêts et d'amener ces grandes puissances à tenir compte mieux de ce qui nous arrange. Fera mieux du point de vue de l'extérieur, je pense qu'en tout cas, il bénéficie
est actuellement d'opinion favorable. La plupart des observateurs de la scène politique des États-Unis ont accueilli l'élection de Biden comme une sorte de retour aux sources, en tout cas aux États-Unis tels qu'ils évoluent d'ordinaire. Parce que les États-Unis de Trump, c'était un peu spécial. Et actuellement, avec Biden, on pense qu'on revient à la diplomatie classique de grande puissance, mais une grande puissance qui a aussi envie de partager avec les petits pays.